Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Parole d'honneur, une émission très particulière parce qu'on va profiter d'un événement télé pour avoir une discussion à la fois sérieuse et profonde sur le mot déportation, mais aussi sur les liens et les différences qu'on pourrait faire entre la Shoah et l'esclavage. On a eu cette idée d'émission à partir de l'intervention de Claude Issiard, qu'on a la chance et l'honneur de recevoir ce soir. Bonsoir Claude Issiard. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors je sais que vous êtes disponible jusqu'à 20h parce que vous avez un programme très très chargé. Donc direct ce soir à la radio. Ouais, bah voilà. Voilà. Donc pour vous présenter très vite, vous êtes journaliste, vous êtes aussi animateur radio et télé, vous avez fondé Tropic FM, vous êtes producteur de couleurs tropicales sur RFI et tout au long de votre vie, vous avez mené des actions contre la négrophobie et aussi pour la défense des droits des territoires d'outre-mer. Ouais, on pourrait être beaucoup plus large que ça. Moi, je suis un panafricaniste, humaniste, c'est-à-dire que je suis engagé, je suis là, j'essaie de porter ma voix, modeste contribution, là où la dignité humaine est bafouée, quelle que soit la religion des gens, la couleur de peau et la zone de cette planète. Voilà. On l'a vu avec I24, vous êtes venu défendre la cause palestinienne, exactement. On va y revenir. J'ai aussi le plaisir de recevoir Simon Hassoun, militant décolonial et membre de Tzedek. Collectif juif décolonial, comment vous présentez Comme ça, ouais, c'est très bien. Collectif juif décolonial qui lutte contre le racisme d'État en France, contre le colonialisme et l'apartheid en Palestine. D'ailleurs, toi tu restes, c'est bon, tu restes après 20h. Ouais, je reste. Il n'y a pas de souci. Ça va. Et enfin, Norman Ajari, philosophe, professeur à l'université d'Édimbourg, je ne me trompe pas, et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, le manifeste afro-décolonial, le rêve oublié de la politique radicale noire. Comment ça va, Norman ? Au max. T'es prêt ? Comme toujours. Hein. Eh bien écoutez, on va faire très vite parce qu'on a encore 50 minutes. Merci à l'équipe technique et son portable. Je vous propose tout de suite de regarder... Oui. Ouais. Non, je suis très heureux que l'on se rencontre parce que moi je suis depuis le début l'engagement et je partage du Tzedek et je partage et voilà. Donc je suis très heureux et très honoré d'être là et d'appartenir à une seule et même humanité dans cette diversité que nous... Voilà. Ouais. Que nous incarnons et représentons. C'est une autre ambiance que I24. Ouais. Toi aussi, t'es allé déjà à I24 ? Ah non, non, t'étais pas allé. Si, ah oui, Eh ben écoutez, on regarde l'extrait et après on en discute. On regarde à travers le montage par Glou Patate. D'ailleurs, on salue Glou Patate qui fait un travail énorme sur les réseaux. Et on regarde cet extrait. Sachez que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Vous considérez que je vis... Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Allez, je me casse. Je me suis demandé pourquoi finalement j'étais là aujourd'hui pour entendre toute cette inhumanité que je viens d'entendre. Il est hors de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis j'ai envie, quelques instants, revenir à l'être humain que je suis. S'il vous plaît, je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je le comprends. Non mais attendez, arrêtez, c'est pas nos termes. Non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez monsieur que le terme de déportation chez nous, ça a un ressenti particulier. Parce que vous considérez que je vis la même chose. Les Africains, vous considérez que je vis. Non monsieur, la déportation, non monsieur. Je me casse. Eh bien cassez-vous parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Messieurs, ah oui, les Noirs, s'il vous plaît. 6 millions de morts chez vous. Pardon, les Africains. 6 millions de morts. 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. Parce que si vous voulez, n'utilisez pas le terme de déportation.
déportation de cette matière-là. Alors, les Juifs ont été déportés dans des trains et nous dans des cales de bateau. Ah oui, et ils ont été des fours prévatoires. Messieurs, justement, Pardon, 6 millions de juifs, 6 millions de juifs, vous mélangez 6 millions de juifs. Et combien de noirs? Vous considérez qu'il y a eu 6 millions de juifs, 6 millions de juifs, c'est pareil que l'esclavage. Vous voulez faire des chiffres? Non, c'est pareil. Donc vous dites que c'est pire qu'un juif. C'est pire qu'un juif ou pas? C'est pire qu'un juif ou pas? Merci. Maître Pardo. Merci. Merci. Allez, Claudissière, s'il vous plaît. N'utilisez pas le terme de déportation. S'il vous plaît. Non, pas le terme de déportation. Alors, on voit cet extrait, ça me choque encore maintenant. Mais la première question que je vous poserais, c'est déjà, est-ce que vous attendiez à ça? Et on vous voit être en colère, et je vous trouve, même avec cette colère, relativement calme quand même, parce qu'on est devant du négationnisme quasiment. Est-ce que vous attendiez à une telle séquence? Et aussi, comment ça s'est passé après, quoi, à la fin du truc? C'est un moment incroyable. Déjà, je m'étais mis en mode cool. Trump venait d'annoncer son envie de faire de Gaza une station balnéaire. Donc calme-toi, vas-y calmement. Essaie d'être posé face à ce que tu vas entendre, tout ce qu'il y a de plus abject. Lorsque je dis d'ailleurs, dans cet extrait-là, je dis si on n'avait pas grignoté, en réalité ce que je voulais dire, si on n'avait pas colonisé, si on n'avait pas volé les terres d'eux. Mais je me dis, sois cool, vas-y cool. Et en sachant qu'au fur et à mesure de la conversation, le ton allait monter. Mais lorsque je vois mon Olivier Pardo réagir à déportation, en une fraction de seconde, j'allais très vite, mais ça m'a rappelé un épisode que j'ai déjà vécu. Alors au moment où j'avais encore ma radio Tropique FM, j'ai organisé le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et j'avais invité toutes les organisations, dont le CRAN, à participer à ce moment-là. Et je voulais que ce soit quelque chose d'un peu œcuménique. On sait qu'au sein de la communauté afro, tout le monde se tire dessus, bref. Et je voulais que les uns et les autres se rapprochent. Et certains me disaient non, on veut pas du CRAN, on veut pas que le CRAN soit là, et moi je voulais apaiser. Et le CRAN vient avec une société de communication qui est dirigée par un Français de confession juive très axé sur, en tout cas très proche d'Israël, ce qui moi ne me dérange pas. Et le gars me dit, au moment où je dis, alors sur la banderole, il y aura hommage aux millions d'Africains déportés. Et le gars me dit, vous pouvez pas utiliser déportés. Je dis, pardon. Ah oui, déjà à l'époque, il y a... 2008. Et je dis au gars, je vais t'expliquer, c'est moi qui paye et c'est moi qui décide. Donc il y aura, et donc sur la banderole, il y avait évidemment déportés. Donc au moment où le maître Pardo dit ça, vous saviez déjà que ça allait... Je sais ce que je vais lui dire. Et puis... cet homme me crie dessus. Il aurait très bien pu simplement me dire, écoutez, non, monsieur Sierre, je ne suis pas d'accord avec vous. Et on aurait pu parler, échanger gentiment. Il me crie dessus. Et à ce moment-là, au regard de la France dans laquelle nous sommes aujourd'hui, j'ai pensé à tous ces Français dits issus de l'immigration, issus de la diversité, issus de peuples qui n'existent pas en réalité. La diversité n'est pas un peuple. J'ai pensé à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, au travail, parfois sont obligés de courber les chines, sont victimes de discrimination au logement, victimes de discrimination à l'emploi, subissent, sur nos médias, et les médias privés, et quelques médias publics aussi de temps en temps, toute la parole raciste décomplexée. Ouais. Et là, je me suis dit, tu vas pas me crier dessus, je vais crier plus fort que toi, et je vais te montrer que j'ai pensé à James Baldwin, je ne suis pas votre nègre. D'ailleurs, dans l'émission, je lui dis, donc taisez-vous. Et j'ai pensé à tout ça. C'est pour ça que je réagis de cette façon-là, à la fois en me disant ne perds pas ce que tu as à dire, ce que tu dois dire, mais ne laisse pas passer le fait que ce mec-là te crie dessus. Ouais. Et tous les messages que je reçois après, les uns les autres me disent merci beaucoup, on est très fiers, merci, tu nous as défendus. Et je comprends. Mais ça nous a fait du bien même de voir ça. Oui, mais c'est toutes les humiliations quotidiennes que les uns et les autres subissent. La façon dont je réagis, c'est une façon de... Voilà, il nous a défendus, il ne s'est pas laissé faire, il n'a pas été le gentil garçon, il a été le mec méchant, peut-être plus méchant que son contradicteur. Ouais. Vous en avez pensé quoi de l'extrait, Simon, et après Norman ? La première réaction, c'est peut-être une réaction un peu de tristesse, parce que finalement, ce qu'on voit dans cette séquence, si on prend un peu de recul, on voit deux victimes historiques de la suprématie blanche,
se déchirer effectivement autour du terme de déportation. De ce duel-là, on se doute bien que c'est ni le juif en soi ni le noir qui en ressort gagnant, mais c'est effectivement la continuité, le maintien de cette hégémonie, de ce système de domination raciale en fait qui perdure aujourd'hui, qui en ressort conforté par la reproduction de cette stratification en fait et de cette mise en concurrence des minorités historiques. Après, le débat, il est évidemment, enfin pour quiconque est un peu sérieux, le débat, il est bien sûr pas sur le terme de déportation, parce que effectivement, vous aviez totalement raison de dire que l'expérience de la déportation des Noirs, des Africains dans le cadre de la traite occidentale est une expérience de déportation. La définition du terme, on peut se référer par exemple à la définition en droit humanitaire. La déportation, c'est un transfert forcé de population, voire d'individus, parce que c'est pas forcément que le terme ne s'applique pas que à des groupes, à des populations. On peut par exemple parler des communards qui ont été déportés dans un tout autre contexte. En Kanaki, enfin en Nouvelle-Calédonie. Notamment en Kanaki. Ouais. Non, on est d'accord tous les deux avec ouais, non, Kanaki, on est tous d'accord. On est d'accord sur ça. Normal. Dans un contexte d'ailleurs de conquête ou dans un contexte d'occupation, donc le débat il n'est pas là. Par contre, le débat il renvoie effectivement à la politisation du terme et à comment les termes et à travers les termes les mémoires sont mobilisés politiquement et sont chargés. Moi, il y a un mot qui dans ce qu'a dit votre contradicteur, il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est le mot ressenti. Il dit non mais pour nous c'est un ressenti particulier, je sais pas. Ouais. Effectivement, c'est vrai. Enfin quelque part, les mots, les termes, on peut les charger tout à chacun avec un contenu historique précis qui va renvoyer à une mémoire et effectivement à une manière de vivre cette mémoire et de ressentir sa place dans la société. Et le problème, c'est quand il passe de cette remarque-là, qui pourrait être acceptable en soi, au fait de nier ce droit d'utiliser ce terme pour d'autres populations, en l'occurrence pour les populations noires. Et c'est là que se loge le racisme, en fait, dans cette politisation du terme et dans cette manière de le politiser. C'est là où est le racisme, c'est-à-dire cette espèce de hiérarchisation des souffrances et même là, en l'occurrence, tu parlais de négationnisme. Il y a du négationnisme. C'est une invisibilisation, un déni total, en fait, de souffrance et d'histoire. À ce niveau-là. Et juste pour terminer, ça peut aussi renvoyer, alors là on parle de ce contradicteur, mais en fait on parlera je pense tout à l'heure de comment des États en viennent à mobiliser des éléments de mémoire et à les mobiliser dans le fait de légitimer une politique ou de légitimer leur propre constitution ou d'en faire un outil diplomatique. Mais moi ça m'a rappelé un peu l'expérience américaine et notamment la naissance de toute cette pensée d'extrême droite israélienne qu'on appelle le kahanisme du nom de son fondateur, le rabbi Meir Kahana, aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'il fonde son mouvement, la Ligue de défense juive, dont on a eu des antennes en France, et qui est vraiment ce mouvement idéologique qui aujourd'hui irrigue une énorme partie de la société israélienne et toute l'extrême droite israélienne. L'acte de fondation de ce mouvement, la Ligue de défense juive aux États-Unis, ça va être d'aller s'en prendre à... alors j'ai plus la ville exacte où ça s'est passé, mais ils vont faire une descente, cagoulés, batte de baseball, à un événement organisé entre des juifs antiracistes et des noirs antiracistes et des militants noirs antiracistes, un événement autour de la mémoire de l'esclavage et notamment des rapports complexes entre mémoire juive et mémoire noire, et aussi de la part dont certains juifs, alors pas majoritaire du tout, mais dont certains juifs ont pu aussi prendre part en Occident à la traite occidentale. Et ça va être l'acte fondateur, cette espèce de tentative d'exprimer une solidarité raciale de deux groupes qui, au sein même de la société américaine, de manière fort différente, mais vont quand même être minorisés, même si au contact des Noirs, effectivement, les Juifs vont se voir bénéficier un demi-statut blanc, quelque part, ça on pourra y revenir aussi. Mais voilà, ça m'a fait penser en fait à cet épisode-là, cette manière dont l'extrême droite va prendre comme acte de naissance le fait de s'en prendre à une tentative de solidarité interraciale, entre d'empêcher guillemets, entre les juifs et ponts, noirs. les liens. Et puis après Norman. 30 secondes Norman, mais le moment où je lui dis que son propos est raciste, il ne comprend pas, justement. Il ne comprend pas. Et c'est exactement ce que je veux lui dire. Et lorsque j'essaie de dire, mais non, mais finalement, les deux peuples ont souffert. Et on ne peut pas hiérarchiser. Si j'ai en face de moi un Arménien, j'aurais voulu avoir le temps de le lui dire, mais si un Arménien est en face de moi et ressent dans sa chair ce que son peuple a subi après le génocide perpétré par les Turcs, je ne peux pas dire à cette personne-là, mais non, mais la souffrance de mes ancêtres est plus grande, plus violente que ta souffrance
souffrance à toi. Je ne peux pas. Le ressenti d'un être humain dans ce qu'il, ou dans sa mémoire, ou dans ce qu'il a ressenti lui personnellement, ne peut pas être contesté par quelqu'un qui lui-même est issu d'un crime contre l'humanité. Ouais, mais dans l'extrait, on le voit. De toute façon, vous n'êtes pas. Lui essaye de vous dire ah mais c'est pire et tout, et vous êtes non, c'est il est dans des un questions. racisme réel. Ouais. Il est dans une domination. Lui appartient au monde occidental. Et c'est ça, en réalité, on pourra en parler tout à l'heure. Mais cette connivence, cette alliance entre les États-Unis et Israël, c'est ni plus ni moins que le monde occidental dans tout ce qu'il a de plus dominateur et criminel. Norman ? Oui, absolument. Je trouve que cette dernière remarque de Claudie est tout à fait judicieuse. Disons, dans cet extrait, on voit qu'il a tendance, à très peu argumenter. Il se contente d'agiter des signes qu'il estime être suffisants, répétés à Auschwitz, répétés 6 millions comme autant de mantras, comme si ça suffisait à asseoir un argumentaire, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, Claudie, malgré la fureur de ce qui est en train de se passer, essaye d'articuler comme ça quelques arguments, mais il se heurte à un mur systématiquement. Et je reviens sur cette idée de l'Occident, du monde occidental que tu viens de soulever. Je pense que c'est très important, tout simplement parce que, en apparence, on peut se dire que ce qu'il essaye de faire, c'est d'insister profondément sur le tragique de l'histoire, d'insister sur le tragique de la destruction des Juifs d'Europe, mais je pense qu'en réalité, il essaye d'euphémiser le tragique de l'histoire, précisément, en érigeant cet événement comme un événement singulier. Ce qu'il essaye de faire, c'est de dire il n'y a qu'un événement véritablement tragique dans cette histoire occidentale, alors qu'en réalité, il y en a quantité. Il y en a malheureusement quantité. Il y a évidemment la déportation des Noirs de l'Amérique à l'ensemble, car il n'y a pas que les Antilles, il n'y a pas que l'Amérique du Nord, il y a également le Brésil, il y a également l'Amérique centrale. Il y a, comme tu l'as souligné, une quantité phénoménale de Noirs qui ont été déportés, qui ont été transbordés, comme dit Glissant. Mais, la condition préalable de cela, c'est le fait qu'on ait fait place nette, si j'ose dire, c'est-à-dire le génocide des Amérindiens qui étaient là. Il y a également des traites dans l'océan Indien. Il y a également le partage de l'Afrique noire et les crimes innombrables qui ont accompagné cela. Il y a la colonisation du continent asiatique. Bref, l'histoire moderne européenne est une sorte, de galaxie de violence absolument considérable, et Auschwitz est l'une des planètes de cette galaxie. Mais elle n'est pas, malheureusement, si j'ose dire, elle n'est malheureusement absolument pas la seule. Et ce qu'essaye de fabriquer Maître Pardo ici, c'est une inintelligibilité de l'histoire. Il essaie de nous empêcher de comprendre le tragique profond de cette histoire, alors qu'il fait comme s'il insistait sur l'abominable, sur l'atrocité d'un crime, mais en réalité, ce qu'il essaye de faire, c'est de rassurer le monde occidental sur sa propre histoire. Ne vous inquiétez pas, le seul moment véritablement atroce de votre histoire, le seul moment où l'Occident a manqué à ses obligations, c'était au milieu du XXe siècle, en Allemagne et en Europe centrale. Le reste, c'est très bien, le reste, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'on peut hériter de tout et n'importe quoi de cette histoire, et c'est pour ça que l'Occident est au fond un modèle à imiter jusqu'en Israël. Or, c'est très précisément cette entièreté du tragique de l'histoire, le caractère foncièrement morbide du modèle impérial occidental qui est aujourd'hui hégémonique, qu'il s'agit de remettre en cause. Et si on nie ces crimes, si on se refuse à les comprendre, et même, le crime considérable qu'est la destruction des Juifs d'Europe, si on se contente de le limiter à des espèces d'éléments d'attraction, d'éléments langagiers, d'effets de manche, Auschwitz, 6 millions, eh bien on ne comprend même pas ce crime-là. On ne comprend même pas ce crime-là. Et ça, je pense que c'est tout à fait important. Et il serait antisémite, je crois, de dire que un individu comme cela essaye d'insister, d'alourdir le bilan de la souffrance juive. Non, au contraire, je pense qu'il fait très exactement l'inverse. Il euphémise la quantité de souffrances qui ont traversé ce siècle et les siècles précédents, définis par l'impérialisme occidental. Claudie. Merci infiniment. C'est si bien dit et bien résumé. Et cette inégalité de traitement et de perception, on le vit, nous, en France. Moi qui suis afro-caribéen de la Guadeloupe,
les inégalités qui perdurent, malgré la départementalisation du 19 mars 46, malgré la seconde abolition du 27 avril 1848, on voit bien qu'il n'y a jamais eu réellement de culpabilité de l'État français sur ce qui a été commis. Et on voit qu'il y a une culpabilité réelle, et heureusement, j'ai envie de dire, d'une certaine Europe qui a collaboré, qui a perpétré, qui s'est associé à la déportation d'Européens de confession juive. J'aime toujours dire les choses comme ça, pour montrer le cannibalisme qu'il y a, et ce n'est pas une religion qui peut expliquer, ou en tout cas pardonner, ce qui a été commis. Et ça, on le voit dans l'ensemble de la société française. Et quand Pardo parle comme ça, c'est parce qu'il sait, il connaît sa société, il connaît la société israélienne, évidemment, mais il connaît surtout la société française. Et il sait que mon propos risque de ne rien peser. Sauf que l'erreur qu'il commet, c'est de m'empêcher d'employer le terme déportation. Et même les gens qui sont plutôt sionistes et d'accord avec lui comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Et moi, je le vois dans les écrans avec les deux autres qui sont, eux, à Tel Aviv. Je le vois dans leurs yeux. Alors, le montage qui a été fait là, il résume bien les choses, parce qu'ils n'ont jamais osé intervenir. Ils auraient pu intervenir... Ils ne sont pas sur le même plateau, c'est ça? Ils sont à Tel Aviv, mais ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'à un certain moment, de l'émission, il y a eu du brouhaha. Ils n'interviennent pas. Parce qu'eux-mêmes, dans leur défense du sionisme, dans leur défense d'Israël contre les Palestiniens, ils savent que ce que l'autre est en train de faire, il s'est mis dans la merde. J'avais le sentiment qu'il se disait, mais pourquoi est-ce qu'il insiste, qu'il se taise et qu'il arrête? Et puis, en ce qui concerne... Moi, je dis toujours... Il est pour moi difficile, j'ai un vrai problème avec les États-Unis, parce que c'est un pays, mais comme d'autres, qui s'est constitué sur le génocide, sur la colonisation déjà de ces territoires-là, le génocide des peuples autochtones, la déportation des Africains. C'est quand même la seule nation au monde qui a largué 2 bombes atomiques sur des populations civiles, alors que la guerre était déjà gagnée et que le Japon avait quelque part déjà capitulé. C'est quand même ce pays qui a organisé toutes sortes de guerres iniques à travers la planète, que ce soit des guerres secrètes ou celles que l'on connaît, l'Irak... et tous les coups d'État en Amérique du Sud. Et tous les coups d'État en Amérique du Sud, même dans la Caraïbe, je pense à l'île de la Grenade, je pense à Saint-Domingue, Saint-Domingue. Enfin bon, on est quand même... Et puis le blocus sur Cuba. Et cette nation-là serait une référence... en ce qui concerne le droit international et en ce qui concerne la dignité humaine. C'est très compliqué, on ne peut pas demander à un braqueur on ne peut pas lui donner notre argent à garder. Et pour aller... Non, mais ça me paraît évident. Et puis, on est quand même... Moi, j'aime toujours à dire que l'histoire s'écrit au présent. Et on vit un moment extraordinaire. Nous sommes là le 17 février. Hier, les membres de l'Union africaine ont adopté quasiment à l'unanimité une résolution, mais qui va permettre enfin l'Afrique est dans ce combat-là, de qualifier la déportation, et ça, je peux vous dire que ça a accéléré le mouvement, et je vous expliquerai pourquoi après, la déportation, l'esclavage et la colonisation de l'Afrique, et donc la déportation des peuples d'Afrique. Et si vous voulez, moi c'est un combat depuis 20 ans, j'essaie de dire aux uns et aux autres, en Afrique, faites quelque chose, vous ne pouvez pas, laisser d'autres écrire ce pan de l'histoire de l'humanité. Alors la comparaison, c'est un peu comme si on avait laissé l'Allemagne commémorer, le rendre hommage aux victimes de la Shoah, et qu'Israël se lave les mains de cette histoire-là. C'est impensable, évidemment, mais c'est ce qu'a fait l'Afrique jusque-là. Et c'est porté par le Togo, c'est porté par le ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très engagé, et qui s'appelle Robert Ducet. Et puis, nous sommes aussi dans cette période où, il y a 140 ans, l'Allemagne a reçu à Berlin les puissances européennes, les États-Unis avaient un représentant, et les multinationales occidentales. Et lors de cette conférence de Berlin, débutée le 15 novembre 1884 et qui s'est achevée le 26 février 1885, l'Europe s'est partagée l'Afrique. Il y avait déjà des guerres coloniales à ce moment-là, mais par exemple, je vois le royaume d'Abomey résistait aux attaques au corps expéditionnaire français. Pourquoi? Parce qu'ils négociaient avec les Allemands leur livraient des armes et des munitions, et donc ils résistaient.
Au moment de la conférence de Berlin, tout le monde se met d'accord. Les Allemands ne livreront plus de munitions ni d'armes au royaume d'Abomey et le royaume d'Abomey tombera. Alors au départ, la conférence était pour légiférer sur le bassin du Congo. Ils pensaient que là étaient les richesses. Et puis, en bon chemin, le braquage dit bon, bah vas-y, toi, ta part, ce sera ça, ce sera ci, ce sera ça. Et la suite, nous la connaissons. Tu voulais intervenir, Simon ? Non, mais pour prendre un petit peu la balle au bon, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'y compris même en Israël, le rapport à la Shoah, il va pas être tout de suite de regarder ce passé en face et de le commémorer, etc. Ça va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pendant d'assez longues années, en fait, en Israël, il va y avoir ce regard porté sur le passé qui est un regard un peu honteux. C'est-à-dire qu'on va voir l'histoire des Juifs comme l'histoire de gens qui passivement se sont laissés mener à l'abattoir, se sont laissés parquer dans des camps, avec ce truc d'essayer de renverser en disant l'Israélien est le contraire de ça. L'Israélien est le Juif qui ne se laisse plus mener à l'abattoir, c'est le Juif qui relève la tête, qui prend un fusil et qui combat pour lui. Il va falloir attendre le procès d'Eichmann au tout début des années 60 pour que ce regard change un petit peu. C'est aussi dans le cadre de l'évolution des relations avec l'Allemagne de l'Ouest. Mais pendant très longtemps, cette mémoire ne va pas être vue et le regard qui va être porté, y compris même sur les survivants de la Shoah, va être un regard vraiment très condescendant et très méprisant. Et c'est la même chose finalement en France, sur un autre registre, c'est que cette mémoire-là va, tu parlais de culpabilité tout à l'heure, cette culpabilité, elle va pas être évidente tout de suite et elle ne va pas du tout exister tout de suite parce que pendant plusieurs décennies, le discours qui est le seul discours audible en France, c'est la France a été résistante. Personne n'a collaboré en France et on ne va même pas tout de suite réintégrer très facilement les Juifs qui sont revenus des camps ou qui sont, enfin tous ceux qui n'ont pas été déportés. Il va y avoir toute une bataille, tout un combat d'associations pour réintégrer les étudiants juifs dans les universités, pour récupérer les biens qui ont été spoliés, pour que cette mémoire soit... Et ça va être une bataille politique qui va aboutir assez tardivement, dans les années 90, au fameux discours de Chirac qui reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation. Et je voulais... La police française même, pour être... De la police française, exactement. Et qui reconnaît une continuité de l'État, en fait, de dire il n'y a pas de rupture, Vichy n'était pas une parenthèse un peu, mais était bien dans une continuité. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est effectivement cette question que ça nous empêche, de comprendre le passé. Et ce rapport en fait entre l'Allemagne nazie et les États-Unis, ce qui est assez intéressant, c'est que avant d'en venir aux déportations, il a fallu préparer la société allemande à ça. Il a fallu faire des lois, notamment pour déclasser, pour enlever la citoyenneté allemande aux Juifs, pour en faire des citoyens de seconde zone, voire de pas de zone du tout. Et dans ce processus-là, qui va aboutir aux lois de Nuremberg, on est dans... Enfin, beaucoup de juristes nazis, beaucoup de juristes allemands ont un rapport assez ambigu avec les États-Unis d'Amérique, qu'ils voient à la fois comme un modèle libéral assez repoussoir par rapport à ce que l'Allemagne nazie veut mettre en avant, mais qui reconnaît dans le droit américain des lois extrêmement efficaces et extrêmement sophistiquées dans le fait... De quoi s'inspirer, quoi. De quoi s'inspirer, dans le fait de créer des catégories, des zones de non-droit pour les populations noires, pour les populations portoricaines, etc., pour les populations minorisées des États-Unis à ce moment-là. Ils vont s'inspirer de certains actes, enfin de certaines lois américaines, comme le Cabal Act de 1922, qui est une loi, par exemple, qui n'a pas été appliquée très longtemps, mais ça les juristes nazis ne savaient pas vraiment, mais qui dit qu'une Américaine qui épouse un Asiatique étranger se voit déchoir de sa nationalité américaine. Pourquoi ? Pour pas que la loi américaine qui autorise le mari d'une femme américaine à prendre la nationalité américaine puisse s'appliquer. Et ça, un exemple parmi d'autres, c'est des choses qui vont inspirer les Allemands dans les lois pour les lois de Nuremberg, notamment le texte 2 et le texte 3. Donc il y a des vraies relations assez ambivalentes, assez ambiguës entre l'Allemagne nazie et les États-Unis du New Deal, qui sont à la fois faites d'opposition, d'antagonisme, mais aussi une profonde admiration, une profonde inspiration, parce que les États-Unis vont être vus par les Allemands, par les nazis, comme un allié, un parrain dans la consolidation de la suprématie blanche à l'échelle internationale. Ça, c'est un vrai élément assez intéressant. Norman, tu voulais interagir ? Oui, je vais peut-être juste
parler un tout petit peu d'autre chose, même si ça concerne également l'Amérique. Je trouve que l'intervention de Maître Pardo montre une grande méconnaissance qui règne au sujet de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la traite. Et je trouve ça même assez étonnant, car il était évident pour lui que quiconque convoquait le souvenir des chambres à gaz était évidemment pris de vertige ou de sidération, mais rien de tel ne lui semblait possible en ce qui concerne l'histoire de la déportation des Africains. Or, il y a énormément d'expériences de pensée, je pense, qu'on peut faire et que j'invite peut-être les auditeurs à faire. S'imaginer que l'ensemble des îles de la Caraïbe sont peuplées exclusivement ou quasi exclusivement de peuples qui n'ont pas leurs racines ici, mais uniquement des populations noires en très grande majorité issues de l'Afrique et de descendants de colons. De même pour le sud des États-Unis, de même pour une grande partie du Brésil, de même pour une part considérable de l'Amérique latine. C'est ce que l'historien Achille Mbembe appelle le repeuplement de la planète. Qu'on s'imagine la quantité de populations qu'il a fallu déraciner de l'Afrique pour les amener dans ces territoires tout de même considérables pour les repeupler. Est-ce que c'est pas une expérience, je dirais presque de science-fiction qu'on a peine à s'imaginer? Je veux dire, des bouleversements géographiques, des bouleversements géopolitiques, des bouleversements démographiques absolument sidérants qui se sont faits dans des conditions abominables, à fond de cale, avec des taux de mortalité inimaginables. Je dis ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je pense que parce que c'est une expérience de pensée qu'on peut faire à propos de l'histoire humaine et de la manière dont un continent entier a été peuplé de colons et de descendants d'esclaves. C'est quand même quelque chose que, je pense, facilement, dès l'école primaire, on pourrait transmettre en quelques phrases, comme je viens de le faire. C'est absolument à la portée de n'importe qui, de n'importe quel enfant. Et encore une fois, non pas pour les émouvoir, pour rien, pour, sortir les violons, pour qu'on se rende compte de ce que la civilisation que nous habitons encore, de quoi elle a été capable. Qu'on remette peut-être en cause certains paradigmes, certaines bases sur lesquelles on habite un petit peu cette espèce de vivre ensemble qu'on appelle parfois hypocritement de la sorte, alors qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas fait cette anamnèse, c'est-à-dire cette manière de se remémorer ce passé et de réfléchir aux conséquences de nos actes, comme le disait très bien Aimé Césaire. Le nazisme est déjà en germe à la fois dans ces actes, abominables de l'esclavagisme et dans l'oubli qui nous empêche de le penser comme l'événement absolument abyssal et gigantesque qu'il est. On ne voit pas ça quand on voit l'Amérique. On a l'impression que les Américains sont juste des Américains. Mais là, on célèbre les 250 ans, n'est-ce pas, de la déclaration d'indépendance. Les Trumpistes nous disent que ce pays, les États-Unis, c'est très, 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 très vieux. L'autre jour, j'ai vu un TikTok, comme vous savez, j'habite en Écosse, j'ai vu un TikTok d'un Écossais qui disait, écoute, et je peux dire que c'est quasiment la même chose pour moi, le pub en bas de ma rue est plus vieux que ton pays. Donc, je pense qu'il y a quelques, couches d'ignorance, couches de bêtises face auxquelles nous devons nous battre et que nous devons essayer de colmater, si j'ose dire. Claudie, vous voulez réagir? Et après, j'aurais juste une question terre à terre avant que vous partiez. Oui. Il y a plein d'idées là dans ma tête. Dans ce qui a été dit, les Afros également ont encore ce problème à la fois une sorte de culpabilité, mais de honte de ce qui a été commis. Durant très longtemps, les choses changent avec les nouvelles générations et j'espère ne pas passer pour prétentieux, mais la première commémoration de l'abolition de l'esclavage, première marche populaire qui a été organisée en France, c'est moi qui l'ai organisée le 23 avril 1993. Et à cette période-là, cela faisait déjà quelques années que j'étais sur des radios associatives et que je parlais justement de l'esclavage. Et des Antillais m'appelaient pour me dire que je raconte n'importe quoi, c'est pas vrai, tous les Noirs sont pas arrivés esclaves aux Antilles, les gens ne connaissaient pas leur histoire et avaient honte de cette histoire-là. Ne voulaient pas qu'on les identifie aux Africains. C'était dégradant. Mais oui, lorsqu'on vous montre une image, lorsqu'on vous montre les Africains, la misère, les famines, les guerres et tout cela, vous n'avez pas envie d'être identifié à ce qui vous semble être négatif.
Alors qu'en réalité, qu'importe, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on est de ces peuples-là, de cette terre-là. Et au moment où j'organise ça, c'est parce que les États-Unis, pour faire suite à ce que tu disais, Norman, l'Espagne venait d'organiser la dite découverte des Amériques, je dis bien la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, 1492. Et la France était associée, et d'autres pays, à ces manifestations-là. Et je me disais, mais comment peut-on s'associer à de telles festivités en oubliant le génocide des peuples autochtones, la déportation des Africains, et puis surtout le racisme généré par une pensée qui s'est développée dans l'esclavage, dans la colonisation, dans l'asservissement des populations. Comment est-ce que l'on pouvait ne pas penser à tout ce racisme qui se développe et que l'on peut endiguer, qu'on peut mettre à mal la bête immonde? Et personne ne se posait cette question-là. D'où cette marche qui s'appelait la marche des nègres marrons. Lorsqu'aujourd'hui on entend Donald Trump vouloir monter un mur plus haut encore, lorsque vous regardez les visages des femmes, des hommes et des enfants qui veulent traverser, ce sont les peuples autochtones. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de terrible de voir cela. Et pour revenir à cet extrait et à Pardo, c'est cet homme-là a en lui cette civilisation occidentale qu'il estime être si puissante, si forte, et être le modèle, la panacée pour l'humanité. Sur le plateau d'I24, d'ailleurs, un autre intervenant qui était à côté de moi me dit, après l'émission, moi je défendrai toujours la civilisation occidentale. Oui, nous avons commis des crimes, mais je la défendrai toujours contre vents et marées. Et je suis sidéré que le garçon me dise ça et fasse preuve de tant d'inhumanité envers les uns et les autres. Et puis au moment, avec Pardo, à un moment donné, je lui dis, savez-vous à quel moment l'Allemagne a commis son premier crime contre l'humanité? Exactement. Et je lui dis... On n'a pas entendu, je pense. Et les Herero et les Nama, les deux peuples donc en Namibie. Et il a donc 1904, et il les extermine parce que ces gens-là veulent des droits sur leur terre ancestrale. Mais comment osent-ils? Et donc, il y a déjà, mais par étouffement certains, les prémices des chambres à gaz. Et cet homme-là, lorsque je finis par lui dire également que les Palestiniens, pour revenir au sujet, les Palestiniens sont des sémites, alors là il devient fou. Là, il devient fou. Mais comment puis-je dire ça? Parce que je veux revenir sur la confiscation du mot déportation et la confiscation du mot antisémite, finalement. Moi, je pense qu'on est de plus en plus nombreux, heureusement, à dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-noir, il n'y a pas de racisme anti-asiatique, il n'y a pas de racisme anti-musulman. Il y a, si tant est que le racisme non, c'est l'islamophobie. mais il y a le racisme. Il n'y a pas de couleur pour se rendre coupable ou être victime du racisme. Si on est sur ce type de logiciel-là, on commence à changer les choses, à avoir un autre regard. C'est comme si, par exemple, on estimait qu'il y a un racisme originel, c'est-à-dire un racisme accepté, le racisme des Blancs envers les autres, et qu'il y aurait un racisme de réaction pas acceptable, justement, par les Blancs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le noir dit j'en ai marre d'être oppressé, j'en ai marre d'être les blancs je vous déteste, t'es un sale blanc, t'es un... Et qu'on n'accepte pas ça. Et c'est ça que j'ai dit aux uns et aux autres. L'humanité étant une et indivisible, le racisme c'est le racisme. Il n'y a pas besoin d'y ajouter un mot derrière pour le qualifier lorsque ce sont des noirs envers d'autres gens ou des asiatiques envers d'autres ethnies. On va revenir plus en détail sur ça après le départ de Claude Issard parce qu'il reste que 15 minutes avant de vous laisser. J'ai juste une question un peu plus stratégique. Oui. C'est-à-dire que vous êtes passé sur In24. In24, ça fait un moment qu'on voit que c'est vraiment une parole de propagande pro-israélienne et dans lesquelles les paroles sont quasiment pro-génocide, en tout cas pro-nettoyage ethnique. Il n'y a aucun doute sur ça. Et donc, je voulais profiter aussi de votre présence pour demander aussi aux intervenants ici, est-ce qu'il y a encore intérêt à aller sur ce genre de plateau? Est-ce qu'il faut quand même continuer à y aller et à ferrailler contre les intervenants ou est-ce qu'il faudrait prendre la décision de ne plus y aller et de faire à côté? C'est la 4e fois qu'il m'invite. Il m'invite régulièrement, j'ai envie de dire toutes les semaines. Il voulait que j'y retourne jeudi dernier. Ah oui, malgré... Oui, ils m'ont invité à revenir le 20, donc c'est le 20, c'est jeudi, ce jeudi.
Et moi, je pense que oui, je pense qu'il faut porter le glaive là où il y a nos adversaires. On peut rester entre nous et discuter et avancer et avancer des idées très, très intelligentes pour l'humanité et ne rien régler en réalité. Moi, je crois que l'on peut planter des petites graines dans l'esprit de celles et ceux qui regardent et qui se pensaient convaincus sur la question. Je pense que c'est possible. Je pense que cette séquence-là, Pardo a beaucoup perdu. Et le combat de certains intransigeants sur les Palestiniens doivent dégager, il y a d'autres pays arabes, enfin moi j'entends des choses mais qui, moi, sont hallucinants. Je ne sais pas comment des êtres humains sont capables de tenir de tels propos. Mais je pense que c'est intéressant d'aller dire mais un autre monde est possible. Et il y a des femmes et des hommes qui ont un autre regard sur l'humanité. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez un avis sur ça, sur la confrontation, Norman? Oui. Moi, comment dire, dans ma petite trajectoire, j'ai fait quand même pas mal de débats, tout simplement pour la bonne raison que, disons, pour faire un petit détour autour de la question décoloniale en général, comme tu le sais. Tu t'es frotté à Finkielkraut. À Finkielkraut, à Jean Messia, enfin oui, voilà, j'ai eu du lourd. Mais je me suis rapidement rendu compte que, après toute une période où, vous vous souvenez probablement, il y avait plein de unes qui nous décrédibilisaient, qui disaient les indigénistes, les débiles de la race, les cinglés de la race, je ne sais plus exactement ce que c'était. Après cette période-là, ils se sont dit, bon, peut-être on va laisser un petit peu la parole à la défense, mais le seul format où cette parole à la défense était admissible, c'était dans ce format du débat. C'est-à-dire que notre position, enfin nos positions, elles sont assez variées en réalité, mais en tout cas, tous ceux qui sont des obsédés de la race, comme c'était dit, étaient mis dans le même sac et ne pouvaient quasiment intervenir, certainement pas en proposant une tribune ou une interview tout seul, mais avec un contradicteur ou une contradictrice. Donc, on était tenu finalement à ce format de débat. Je me suis rendu compte que énormément de mes collègues, probablement pour de bonnes raisons, parce qu'ils avaient lu Bourdieu ou que sais-je, se disaient non, le format du débat n'est pas admissible. Mais ce que je me suis dit, moi-même je ne considère vraiment pas que je suis un immense bretteur, un débatteur de génie, etc., loin s'en faut, mais seulement, j'ai été à bonne école, une école fière et stricte, c'est-à-dire celle du pire, et je me suis dit, si tu ne le fais pas, qui le fera, tout simplement, et je me suis tout simplement rendu compte que si tous mes collègues refusaient, y compris quand ils avaient davantage de bouteilles que moi, qu'ils étaient plus intelligents que moi, il n'y aurait personne. Et donc, le soliloque, de nos adversaires, des personnes qui nous calomnient, qui nous ridiculisent, qui nous insultent, se poursuivrait sans aucune trêve. Alors, j'ai accepté beaucoup de débats et ça a même parfois donné lieu à des bouquins. Oui. Et donc, je pense simplement, c'est mon premier point, je pense simplement que si on n'accepte pas ce genre de débat, y compris avec des gens qu'on apprécie guère, eh bien, on n'existera plus, comme le disait Claudie, que dans des espaces amis, et ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, car on peut exister ailleurs. Et ce petit extrait qu'on vient de voir prouve bien que c'est le meilleur argument en faveur de ça, puisque, le bruit médiatique autour de ça était quasi unanimement, sauf véritablement chez, des furieux, du fascisme ou de la négrophobie, à part chez ces gens-là, tout le monde qui a des oreilles pour entendre, voit bien que les arguments de Claudie sont supérieurs et voit bien que la réaction de son contradicteur est extrêmement étrange, inquiétante, bizarre, mais mal à l'aise. Y compris par le manque d'argumentaire qui la caractérise. On rentre pas comme ça dans un débat alors qu'on n'a aucun argument dans ses manches pour le défendre. Bref, il a fait le kamikaze et ça nous permet d'avoir un tas de discussions aujourd'hui qui enrichissent notre connaissance aussi bien de l'histoire de l'esclavage que de l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe. Donc je pense qu'au final, Claudie, même s'il a eu pour quelques minutes seulement, heureusement, cette fonction d'agneau sacrificiel, eh bien, ça nous a tout de même apporté, je pense, beaucoup plus de bien que de mal au débat public dans le monde francophone. Moi, je dirais que ça dépend. La petite nuance que j'aurais apportée, c'est que malheureusement, souvent dans les formats télévisés et notamment sur ce type de chaîne, c'est pas parce qu'on a les meilleurs arguments qu'on ressort vainqueur du débat et que derrière le traitement qui est fait de ce moment de télévision, en fait, permet de tirer un peu plus la couverture vers nous. Mais je dirais que ça dépend parce qu'en fait, c'est une question tactique. C'est-à-dire,
à un moment donné, dans une conjoncture donnée, dans une situation donnée, c'est de se dire, va-t-on aller sur cette chaîne ou non ? Selon les forces en présence. Selon les forces en présence. On peut se dire que effectivement aller sur ces chaînes-là, c'est aller déjà atteindre du public qu'on n'atteint pas forcément avec nos canaux à nous de médiatique. C'est de se dire on va porter une contradiction et on va les dévoiler quelque part, c'est-à-dire dévoiler leur racisme, dévoiler les contradictions qu'il y a dans leur argumentation, etc. D'un autre côté, on peut se dire aussi qu'on participe à légitimer des espaces médiatiques qui, eux, veulent apparaître comme des espaces légitimes de débat public, avec de la contradiction. Mais vous voyez que c'est très démocratique, I24. On invite Claude Iciard, on a invité Simon Assoun, on a du débat, il y a de la gauche, il y a de la droite. Or, ce que ça cache, ce truc-là, c'est que derrière, il y a une ligne éditoriale. Ouais. Que la ligne éditoriale, et ça, je tiens à en faire la différence par rapport à la manière dont peuvent se comporter les journalistes ou les présentateurs qui peuvent... Moi, j'ai jamais eu rien à redire de la manière dont les débats auxquels j'ai participé sur I24 étaient menés par Benjamin Pétrovert, qui était le présentateur. La parole était bien, j'ai toujours été très bien accueilli. Il était professionnel. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la ligne éditoriale qu'il y a derrière. Quels termes vont être utilisés dans les questions, dans les bandeaux qui s'affichent en bas des écrans télévisés. Quand on vous dit, il y a eu un événement, par exemple, et il va y avoir marqué 30 terroristes ont été éliminés à Gaza. Mais la question, elle est déjà biaisée, en fait. Ouais. C'est déjà piégeux, parce que c'est pas des terroristes, en fait, qui sont morts. Et on voit bien que si on accepte de répondre à cette question-là, on légitime un peu ce qu'il y a derrière. Et si on se dit il va falloir déconstruire la question, et ben en fait on est perdant dans le débat, on s'en sort pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend. On pourrait se poser la question avec CNews, par exemple. Est-ce qu'il faut aller sur CNews ou pas ? Et c'est pour ça que je dis ça dépend. C'est que ça dépend du contexte, ça dépend de quelle chaîne on parle. Et de la stratégie. Moi, personnellement, par rapport à I24, j'étais invité ce soir sur I24. Ah ouais ? J'ai dit non, je suis sur PDH. Mais ce que j'avais dit... C'est les deux... T'as été invité I24 et Parole d'honneur. C'est quand même fou, quoi. Ouais, j'aimerais bien à un moment donné que ce soit plus consensuel. Mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que je ne souhaite plus, moi, en ce moment, et c'est aussi lié au contexte actuel, je ne souhaite plus intervenir sur cette chaîne-là parce que c'est trop. Je veux dire, par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza, par rapport au crime, à l'horreur, en fait, qu'on est en train de vivre depuis plus d'un an et de demi, en direct, je me dis, ce n'est pas possible de participer, de légitimer un espace de discussion qui est une courroie de transmission directe de l'idéologie dominante en Israël. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Je crois que c'est un choix qui est partagé à Tzedek, qu'on porte collectivement, c'est de ne plus intervenir sur cette chaîne-là. CNews, peut-être, je sais pas, CNews, peut-être qu'il y a un public qui regarde CNews. Moi, je connais beaucoup de Français qui regardent CNews parce que c'est une des chaînes, voilà, les gens ont l'habitude de zapper sur CNews, c'est une des chaînes dominantes. Ils sont pas forcément complètement fachos. Donc je me dis, il y a peut-être un intérêt. Ils le sont quand même pas. Oui, mais je vois le. Non, mais tu vois. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui regardent CNews. Oui, tu parles des gens, d'accord. Oui. Des gens, je parle pas de CNews. Les téléspectateurs. Je parle des téléspectateurs, Okay, évidemment. Il y a une masse de gens, et j'en connais beaucoup, y compris dans ma famille, etc. Bon, ils regardent CNews parce qu'il y a Europe 1, il y a CNews, il y a un truc, c'est le paysage médiatique. Il est comme ça, tu vois. Moi-même à l'hôtel, je regarde CNews. Je regarde rien d'autre. Samir regarde beaucoup CNews. Ça m'étonne pas. Y a-t-il même d'autres chaînes ? Comme quoi, finalement. I24, pour y retourner, je trouve que c'est un peu différent. Moi, j'irai pas sur I24. Après, il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais c'est plus par rapport à ce qui a été dit avant, mais je voulais le dire avant que tu partes, Claudie. Juste sur ta dernière remarque, j'avais une petite nuance à apporter sur le terme antisémitisme. Autant je te suis complètement sur, par rapport au terme de déportation. Sur le terme d'antisémitisme, je trouve que c'est un petit peu différent et je voulais pas avoir cette remarque quand t'étais parti parce que je trouve que c'est bien qu'on l'ait ensemble. Mais moi, je t'expliquerai pourquoi je lui ai dit ça. Ça marche, ouais. C'était tactique. Mais en antisémitisme, c'est vrai qu'on peut entendre souvent le truc de dire, mais par exemple, les Arabes sont aussi des sémites, donc le terme antisémitisme est impropre. Le terme d'antisémitisme, pour moi, il n'est pas impropre parce que c'est le terme qui, au fil de l'histoire, a été chargé par cette définition-là de dire c'est l'hostilité à l'égard des Juifs. C'est l'antisémitisme moderne, on peut même le différencier de l'anti-judaïsme un peu traditionnel, religieux, qui était porté par l'Église. Il est impropre ce terme, à la limite, dans l'analyse qu'on peut en faire, parce que c'est de base une catégorie linguistique, d'une famille de langues, les langues sémitiques, où effectivement il y a l'hébreu, effectivement il y a l'arabe, qui descendent de l'araméen, qui est pas très rigoureuse, finalement, ça ne s'est pas avéré très rigoureuse sur le plan scientifique, et qui a été repris par des antisémites en Allemagne, je ne sais plus qui est le nom de la personne. Il y avait le journal antisémite aussi de France.
fondent la Ligue antisémite avec un programme très clair de haine contre les juifs. Et c'est à partir de cette expérience-là que le terme va être chargé. Donc moi je trouve que c'est stratégiquement, tactiquement, c'est pas le bon biais de se dire on va attaquer le terme d'antisémitisme. C'est pas le terme que j'ai attaqué. Voilà. Je lui ai Mais juste peut-être dit j'ai mal compris ce que tu dis. Non, je lui ai juste dit, ou peut-être moi je me suis mal exprimé, je lui ai juste dit que les Arabes et les Palestiniens aussi étaient des Sémites. Et c'est là qu'il a réagi. C'est là qu'il a réagi en disant si vous commencez à dire, ce qui est vrai d'ailleurs, ethniquement, ils sont sémites. Et c'était pas sur le mot. Mais moi, par exemple, je me revendique pas comme sémite en tant que juif, ou encore pire en tant que juif arabe même. Mais non, je me revendique pas comme sémite. Mais non, parce que je pense qu'il faut être vraiment de cette région-là aussi pour se revendiquer sémite. Enfin, me semble-t-il. Enfin, c'est un débat, mais c'est il faut faire une autre émission autour de ça. Moi, je suis toujours ouvert et prêt, évidemment, à entendre. Je voudrais juste terminer. David, le présentateur actuel, donc des Grandes Gueules Moyen-Orient. Alors, à un moment donné, je me suis dit non, ne fais pas ça. C'est ton métier, ne le mets pas en difficulté, parce que lui, il est falacha. Il sait exactement ce que les falachas ont subi et subissent en termes de racisme en Israël. Peut-être un petit peu moins que au début des années 2000, mais quand même, on se souvient des stérilisations de femmes et autres. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les juifs noirs, d'Éthiopie. Éthiopie, des descendants de la reine de Saba. Les Beta Israël. Ouais, Beta Israël. Et donc, j'ai pas voulu le mettre en difficulté. Et comme tu disais très justement, la ligne éditoriale dit tout. Le journaliste, lorsque David me dit « Oui, alors Claudie, comment réagissez-vous? Le Hamas a mis les Palestiniens dans cette situation-là, ils sont responsables d'eux. » Et là, lorsque je m'apprête à lui répondre, c'est le début de ma première intervention, je lui dis « Je ne sais pas quoi vous répondre à ça, parce que la question ne me semble pas être bien posée. » Et après, évidemment, je déroule, et c'est une grande partie de ce que vous avez vu. Et puis, dans le genre, alors pour le coup, je déteste cet homme pour son inhumanité, justement, c'est Meir Habib. Et je me suis retrouvé sur le plateau avec Meir Habib. Ça s'est très, très, très mal passé. J'imagine. Et au moins, à la fin de l'émission, lui ne me dit pas « Bon, au revoir, hein, à bientôt ». On se parle pas, on s'est même, quand on a continué à s'écharper après l'émission, il avait beau avoir son garde du corps. Bon, je vais pas dire ce que je vais pas mettre son garde du corps. Mais je vais pas mettre en... il fait son boulot. Mais il a ses gardes du corps, c'est un truc hallucinant. Avec Pardo, ça s'est pas passé comme ça à la fin de l'émission. Ouais. Avec Pardo, à la fin... c'était sport aujourd'hui, hein. Waouh. Alors je lui dis, mais vous pouvez pas dire ça. Il me dit, mais c'est que de la télévision. Waouh. Il s'est pas rendu compte. Pour en revenir à ce que tu disais, justement, sur l'état d'esprit de ces gens, ils ne comprennent pas les enjeux véritables. Ils ne voient que leur... Alors, j'aime souvent à dire, puisque Macron a fait voter une loi sur le séparatisme et le communautarisme, qui pour moi, lorsque cette loi a été votée, c'était une loi inique. La République ne peut pas avoir une telle loi. Et lorsque j'entends certains s'exprimer, je me dis, ils devraient normalement tomber sous le coup de cette loi-là. Merci beaucoup. C'est 20h, je ne sais pas si je dois vous libérer ou si... Malheureusement. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Claudie Sierre. Merci infiniment. Vous revenez quand vous voulez, avec plaisir. Maintenant, vous connaissez en plus l'endroit. Avec grand plaisir. Donc, merci Claudie Sierre. On va continuer la discussion. Je regarderai moi après. Bien sûr. Parce qu'en plus, on va certainement dire du mal de vous. Oui, donc, c'est bien pour ça que je vais regarder. Je rigole, mais merci beaucoup en tout cas. Et je voulais vous féliciter encore pour cette intervention. Et moi, je voudrais vraiment, encore une fois, merci à Norman, merci au Tzedek, parce que... et j'avais republié des choses, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis très... Non, mais moi, je suis un peu plus vieux que vous, les gars. Et je suis toujours très fier de voir que toute une jeunesse se lève et au nom d'une humanité partagée. Merci. Alors, merci beaucoup, merci Claudie Sierre. Écoutez, on va continuer ensemble la discussion. Juste avant de revenir beaucoup sur les rapports et les différences qu'on pourrait avoir entre Shoah, esclavage, moi je voudrais aussi revenir sur la situation à Gaza. Et je trouve que ça fait partie d'un épisode de plus où la polémique masque aussi le fait que sur I24, encore une fois, on a défendu l'idée de nettoyage ethnique. Et là, je dis sur I24, mais c'est même sur toutes les chaînes. On se rappelle de cet extrait hallucinant où on invite quelqu'un du monde du tourisme pour qu'il donne son avis sur le projet de Trump de transformer Gaza comme un truc touristique. Et on s'est dit, mais là, il faut quelqu'un qui nous dise, est-ce que c'est possible? Moi, la première question que j'ai à vous poser, c'est comment ça se fait qu'en même temps,
on nous rappelle à raison de ne jamais oublier les heures sombres de l'histoire, de ne jamais oublier ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, de ne jamais oublier la Shoah, et en même temps on puisse, avec une telle détente, une telle innocence même, j'ai envie de dire, défendre le projet d'un nettoyage ethnique en direct à la télé, et même se dire peut-être qu'on pourra faire venir se baigner. C'est malheureusement un processus cognitif bien connu dans les études sur le génocide qui a un terme extrêmement simple qui est le terme de déshumanisation. Qu'on a vu employer tant et plus par parfois même certains responsables israéliens de haut standing, qui consiste, dont l'un des procédés consiste par exemple à considérer les êtres humains comme des animaux, comme similaires, comme semblables à des animaux. C'est-à-dire qu'on considère que sous l'aspect vaguement humain d'un être se cache en réalité une créature, soit une bête, soit un insecte, une sorte de vampire, en tout cas quelque chose qui est un parasite, un animal, quelque chose qui contredit notre standard d'humanité. Et évidemment, à partir du moment où on accepte, où on adopte cette perspective sur souvent un groupe ethnique, un peuple, un groupement particulier, il devient extrêmement facile, aussi bien dans les médias, de les décrire comme des populations surnuméraires, et sur le terrain, pour la soldatesque, devient, je ne vais pas dire extrêmement facile, mais beaucoup plus facile de les abattre, de les tuer ou de perpétrer des crimes de guerre, quels qu'ils soient. Et malheureusement, c'est une organisation mentale qui est, dans l'histoire, fréquente, sinistrement facile à mettre en place, avec les bons outils de propagande, avec le bon niveau, le bon niveau de cohérence et de conviction doctrinale de la part d'un groupe de soldats ou même parfois d'un groupe de civils particulièrement belliqueux. Et je pense que là, c'est tout simplement un exemple de plus de cela. Et en ce qui concerne le projet de vaste camp de vacances ou de French Riviera arabe de Trump, malheureusement, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça fait partie aussi d'un projet qui est, bien expliqué dans un ouvrage extrêmement récent, qui est sorti vraiment il y a quelques jours en traduction française, qui s'appelle « Le capitalisme de l'apocalypse », qui consiste à fabriquer de nouveaux pays, c'est-à-dire de petites zones, comme créer le maximum de zones offshore, non pas seulement pour le tourisme, mais aussi possiblement pour créer de nouvelles zones franches pour les capitaux, de nouvelles, de nouveaux paradis fiscaux d'une certaine manière. Et l'un, disons, des conseillers de l'ombre de la droite trumpiste, quelqu'un qui s'appelle, de son pseudonyme, Mencius Moldbug, et de son véritable nom, Curtis Yarvin, le théoricien de la néo-réaction, s'est immédiatement réjoui des propos de Trump. Lui, ce qui l'intéressait, c'était pas particulièrement les vacances, c'était de se dire « Ah tiens, peut-être qu'on va faire une zone franche, peut-être qu'on va faire un lieu hyper capitaliste, encore plus capitaliste qu'Israël, juste au sud d'Israël. » C'est ça les projets qui les traversent. Ils se disent « Tiens, on a là une espèce de ramassis de gravats. Qu'est-ce que le capital va pouvoir en faire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le conquérir ? » Évidemment, Trump, c'est un astucieux rhétoricien. Il nous fait voir des palmiers, des beaux buildings, des immeubles, des femmes qui vont bronzer seins nus probablement. Mais en réalité, derrière tout ça, le truc, c'est pas les vacances. C'est comment est-ce qu'on va faire des nouveaux paradis fiscaux ? Comment est-ce qu'on va faire de nouvelles zones franches ? Comment est-ce que ça peut être quelque chose qui va pouvoir devenir absolument et totalement profitable. L'économie du tourisme, vous le savez très bien, est certes une économie profitable, mais elle est loin d'être l'économie la plus profitable. Donc je ne pense pas que c'est uniquement le soleil de Gaza qui intéresse le gouvernement états-unien et les grands capitalistes de la Silicon Valley et au-delà. Oui, Norman a tout dit, c'est exactement ça. Cette annonce de Trump, Trump n'est pas le premier à formuler un projet de ce type-là pour Gaza. Gaza 2035, c'est un plan qui existe déjà au sein des autorités israéliennes et qui vise à faire de Gaza, effectivement, une zone sous contrôle israélien et qui est aussi une zone franche économique
dans laquelle chacun pourrait aussi venir y tirer son intérêt. Ça peut être une ouverture sur la mer Méditerranée pour l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. C'est évidemment bien au-delà de l'économie du tourisme et c'est un plan que Trump n'a pas inventé. Et effectivement, 1 an et demi de génocide à Gaza rend possible le fait de venir parler de tourisme et de Côte d'Azur à Gaza alors qu'il y a encore des Corses, des milliers de Corses sous les décombres. Et un an et demi de bombardement, de génocide, de comptage absolument déshumanisant. Enfin, la manière de compter les morts dit beaucoup du regard qu'on porte sur la population. Une population qui est réduite à un chiffre. On va se concentrer sur les femmes et les enfants, mais les hommes sont quasiment tous considérés comme terroristes. Chaque homme majeur qui est tué à Gaza n'est pas considéré comme un civil, il est considéré comme un terroriste parce que c'est la manière dont Israël décompte et voit cette population. Et on dit 1 an et demi de génocide, de bombardement. En réalité, la déshumanisation des Palestiniens, elle remonte évidemment bien avant le 7 octobre 2023. Tout à l'heure, Claudie parlait de 2008. Il racontait une anecdote qui datait de 2008, dans laquelle on était venu, encore une fois, lui disputer le terme de déportation. 2008-2009, c'est l'opération Plomb durci à Gaza. C'est plus de 1400 morts, essentiellement des civils, plus de 300 enfants. Donc je veux dire, c'est une histoire longue qui n'a pas commencé que 7 octobre, mais bien sûr, cette guerre génocidaire qui est menée depuis octobre 2023, de par ses proportions et son ampleur absolument inimaginable, vient cristalliser en fait toute cette expérience palestinienne qui se tisse au fil des décennies. Donc voilà, effectivement, non, ce n'est pas étonnant quand on voit le contexte qu'on en arrive à parler de tourisme dans ces circonstances. Alors, je fais juste une petite parenthèse au cas où on voit nos verres. On n'est pas du tout sponsorisé par la France Insoumise. Je veux pas les foutre dans la merde non plus. Juste, on est dans les locaux de l'Azawa, donc il y a les verres de la France Insoumise. L'Azawa qui eux sont sponsorisés par la France Insoumise. Non, mais voilà, on les avait ramenés de. Mais bref, voilà, il n'y a aucun lien affilié entre la France Insoumise et. Mais s'ils veulent te donner de l'oseille, tu dis pas non, c'est ça? Je pense qu'ils en ont pas beaucoup, mais ouais, je dis pas non. Mais alors, juste pour revenir. Sur moi, le mot déportation, je sais pas si vous avez la réponse, mais déjà, il me semble pas que. Quelle est la logique selon eux qui fait que ça ne pourrait être appliqué que à l'histoire de la Shoah? Ça me semble pas défendable. Est-ce que c'est pas spécifique aux sionistes français? Parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis et tout, le mot déportation est beaucoup plus utilisé. Donc je sais pas si vous avez une explication de quel serait l'argument pour eux pour dire que c'est réservé au cas de la Shoah. Je pense vraiment que c'est une question d'usage, la manière dont c'est utilisé effectivement dans les livres d'histoire, dont c'est répété même dans les discours publics, dans les discours des hommes politiques. La déportation avec un grand D. Mais vraiment, c'est son expédition solo, quoi. Enfin, pardonnant, mais vraiment, c'est l'impression que j'ai. Je pense pas que. Mais c'est pas la première fois, parce que je me rappelle qu'on avait parlé de comment il s'appelle, le Palestinien du FPLP, Salah Mouri, qui avait parlé de déporter. Vous avez dit que c'était spécifique. Et c'est vrai que c'était aussi le cas de ce publicitaire proche du cran dont a parlé Claudie. Mais toutefois, je considère ça comme quelque chose qui circule, mais peut-être que j'ai tort, qui circule entre les individus, qui est devenu un petit peu une sorte de cristallisation affective, mais qui n'est pas objet d'une théorie ou d'une doctrine particulière ou de débat particulier, comme peuvent l'avoir été des concepts beaucoup plus importants, comme le concept Shoah, Holocauste, destruction des Juifs d'Europe, etc., qui, eux, ont fait l'objet, de lexicalisation bien précise parmi les historiens, les politistes, les spécialistes d'études des génocides, etc. Ce concept de déportation, mais peut-être que c'est simplement mon inculture qui parle, je ne crois pas qu'il ait été autant travaillé, qu'il soit considéré comme aussi important, mais plus que c'est une espèce de, je sais pas, de point de capiton, de moment, affectif important dans le discours francophone sur le génocide. Mais voilà, c'est pas devenu une doctrine, c'est pas devenu une théorie à ma connaissance en tout cas. Là, il y a Borenkraut, Nadav, qui est aussi du membre de Tzedek, qui dit que c'est le même avec le terme génocide, mais c'est un peu plus difficile à défendre parce qu'ils sont obligés d'admettre qu'il y a officiellement d'autres génocides qui sont reconnus. Moi, je dirais que la première chose juste pour vas-y. rebondir,
c'est vrai qu'eux ne veulent pas accepter le terme génocide pour ce qui se passe à Gaza. Oui, bon, ça c'est très politique, mais il y a une première chose qu'on peut lire en fait dans les propos de Pardo, c'est la radicalisation d'une partie de représentants, représentants entre guillemets de la communauté juive. Une partie de la communauté juive c'est largement radicalisée, notamment depuis 1 an et demi. Et moi j'ai l'impression que effectivement ce truc un peu bizarre en fait de venir de cette manière-là empêcher, interdire Claudie d'utiliser le terme déportation, ça paraît tellement ahurissant, tellement violent à la fois et tellement effectivement un peu solo. Enfin, on se dit mais qui va te suivre en fait dans ton et de le nier dans l'histoire de l'esclavage, quoi. C'est ça aussi qui est fou. Et de le nier. Et pourtant, s'ils se sont autorisés à le faire de cette manière et dans ce contexte-là, c'est que ça dit quelque chose aussi de l'époque qu'on est en train de vivre et des lignes qui sont en train de bouger, et notamment d'une radicalisation du discours d'une partie de la communauté juive, à la fois sur la mémoire, sur la manière de mobiliser une mémoire, en l'occurrence la mémoire de la Shoah, dans ce contexte politique actuel qui est marqué par le génocide à Gaza et par la surmobilisation des références à la Shoah depuis le 7 octobre. À mon avis, s'il n'y avait pas eu autant de mobilisation de références de la Shoah par les autorités israéliennes, par ceux qui les soutiennent aux États-Unis ou en France, etc., peut-être que Pardo n'aurait pas eu cette idée un peu saugrenue de faire ce qu'il a fait. La deuxième chose que peut-être ça ne dit pas directement, mais c'est peut-être un fil à tirer, c'est effectivement sur le rapport à la mémoire qu'on entretient en Occident et le rapport aux mémoires, en l'occurrence à la mémoire juive d'une part et à la mémoire noire d'autre part. On n'est pas dans le même rapport à ça. Le rapport que la France entretient aux déportations, à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la destruction des Juifs d'Europe, n'est pas le même rapport qu'elle entretient à son propre passé colonial. Je veux dire, on imagine mal quand même aujourd'hui en France quelqu'un dire oui, mais il y avait aussi les bons côtés de la déportation, il y avait les bons côtés de Vichy. Zemmour en est pas loin parfois de dire qu'il y avait des bons côtés à Vichy. Mais pour autant, parce que c'est ce qu'il dit réellement. La théorie du bouclier et de l'épée, c'est quand même de dire que Vichy, que Pétain a participé à protéger quelque part la France, les Français, et même les Français juifs. Il a sauvé des Juifs français selon... Voilà, parce qu'on ne dit jamais qu'il a dénaturalisé beaucoup de Juifs qui étaient français pour en rendre des étrangers déportables. Et en plus, ça sous-entend que c'est moins grave si on fait tuer des Juifs étrangers à la place des Juifs français. Cette logique nationaliste, personnellement, elle ne me convainc guère. Je veux dire, que le Juif tué soit allemand ou français ou polonais, enfin, je m'en fiche un petit peu. Je veux dire. Mais c'est la France, ça, monsieur. Oui, c'est pas n'importe laquelle. Maréchal Pétain. Mais pourtant, on entend quand même très fréquemment, et encore aujourd'hui, dire que oui, on a construit des routes en Algérie, on a apporté des infrastructures, on a fait des cultures dans les Caraïbes. Enfin, je sais pas, mais on entend ces propos-là. C'est des propos qui sont pas sortis du champ du respectable, du champ de l'inentendable. C'est des propos qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Et sans que le fait que Pardo ait dit ce qu'il a dit renvoie directement à ça, je pense que c'est un fil qu'on peut tirer pour essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre pourquoi on en arrive à des situations comme ça et à des discours comme ça. Sur le rapport Shoah-esclavage, j'ai vu que Claude Issard, en fait, aussi ce qui était étonnant là-dedans, c'est que Claude Issard, il y avait presque une main tendue de dire mais il y a eu 2 souffrances, les 2 ont été déportés. Est-ce que le problème aussi, c'est pas... je trouve que c'est aussi un blocage qu'il y a eu beaucoup, et c'est d'essayer de prouver qu'un drame a été plus horrible qu'un autre. Est-ce que ça, c'est pas une voie qui est perdue d'avance, et que, je veux dire, on serait incapable vraiment d'essayer de prouver quel drame a été plus horrible, mais que parfois on a l'impression que ce crime-là a été plus affreux que les autres? Oui, c'est comment dire, malheureusement une pente assez fréquente, et ma corporation, si j'ose dire, c'est-à-dire les philosophes, on n'a pas eu un rôle forcément très intéressant là-dedans à travers l'histoire. Il y a par exemple cette phrase célèbre d'Adorno, je crois que c'est dans Prisme, selon laquelle il est désormais impossible d'écrire un poème après Auschwitz, que c'est barbare, etc. Je comprends, si tu veux, l'affect qu'il y a derrière tout ça, l'effet de sidération, mais tout ça est bien entendu l'essentiel revers d'un profond eurocentrisme, c'est-à-dire d'une incapacité à voir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire
la terrifiante accumulation de violences, de déshumanisation et de crimes contre l'humanité qui constitue la trame de fond vraiment de l'histoire moderne occidentale. Et donc, il y a eu, parce que, comme le disait Césaire, ce génocide-là s'est déroulé au cœur de l'Europe, a touché des populations qui ressemblaient à ceux qui écriront l'histoire, c'est-à-dire des visages blancs, parce que ce sont ces populations-là qui ont été touchées. La conscience européenne a un petit peu vacillé sur ses bases à ce moment-là. Et la conscience des philosophes, des écrivains, des poètes s'est trouvée touchée comme elle ne l'a pas été par la traite transatlantique, comme elle ne l'a pas été par la destruction des Amérindiens et comme elle ne l'a pas été par les colonialismes des 19 et 20e siècles en Asie et en Afrique. Et donc, je pense que c'est cette dimension raciale, cette espèce de préférence raciale qui explique en grande partie ces formes d'insensibilité que nous voyons, cette difficulté à transmettre cette histoire-là. Et je pense que, cette manière, disons, presque métaphysique de considérer la destruction des Juifs d'Europe joue là-dedans. C'est ce que, un intellectuel qui est aujourd'hui quelque peu critiquable, mais je pense que le concept et les arguments développés dans cet ouvrage demeurent intéressants. Ce que mon homonyme Norman Finkelstein a appelé l'industrie de l'Holocauste, c'est-à-dire cette fabrication de l'Holocauste, de la Shoah, de la destruction des Juifs d'Europe, non pas comme un phénomène certes terrifiant, mais appartenant à l'histoire et méritant d'être discuté avec les précautions nécessaires, mais comme une sorte de phénomène absolument radical, sidérant, qui devrait être uniquement considéré à partir de l'affect et non pas à partir de l'entrelac de l'affect et de la raison qui est au cœur de toute recherche. Je ne dis pas qu'il faut, considérer ça froidement. C'est absolument impossible lorsqu'on travaille sur de tels sujets, et n'importe quel chercheur sur la question des génocides le sait bien, mais un entrelac d'affect et de raison qui permet non seulement de transmettre, mais de réfléchir, de critiquer, de faire preuve d'esprit critique. Or, c'est cela que, dans l'extrait, pour y revenir encore une nouvelle fois, c'est cela que Maître Pardo a refusé. Il a refusé la raison, il a refusé la discussion, il a refusé cet échange de perspectives et cet échange d'arguments qui était auquel Claudie Siard l'invitait. Et bien, malheureusement, on est encore aujourd'hui dans cette espèce de désir de sidération qui, en plus, a des effets politiques puisque ça empêche de penser d'autres crimes et notamment ceux dont, malheureusement, nous sommes témoins au quotidien à Gaza. Moi, j'ai l'impression que l'enjeu pour Pardo, l'enjeu de cette discussion, c'est évidemment pas de savoir quel crime est pire qu'un autre. On voit bien que la question, elle est absurde, qu'elle ne se pose même pas. Mais j'ai l'impression même que Pardo n'est pas dans le but qu'il recherche, n'est pas ni d'asseoir un savoir, ça c'est évident, ni de effectivement dire qu'il y a un crime pire qu'un autre, même si effectivement c'est ce qu'il dit. Moi j'ai l'impression que l'enjeu pour Pardo, il renvoie à la fonction, et c'est ce que tu dis Norman, mais la fonction qu'occupe la mémoire de la Shoah et les références à cette mémoire-là, aujourd'hui, dans la situation politique actuelle, et notamment la fonction qu'a la Shoah dans la justification, la légitimation de la politique israélienne, dans une période quand même assez singulière, dans des circonstances assez particulières. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, ce que Pardo cherche en disant « mais la Shoah est le pire des crimes », c'est une manière de rendre incritiquable la politique israélienne. Et ce n'est pas un hasard s'il le dit sur I24. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre... Je veux dire aussi que ça n'a rien à voir, ce que vivent les Palestiniens, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'ont pu vivre les Juifs, et donc il faut... Il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'on assistait à ce crime au quotidien, retransmis quotidiennement sur les téléphones, les télés, etc., on a écrasé, on a réprimé l'expression humaine de solidarité avec les Palestiniens. On a interdit aux gens d'exprimer
une solidarité humaine face à un génocide, face à des bombardements qui broyaient des milliers de corps chaque semaine. Donc, je veux dire, on est quand même dans des circonstances qui font que y a des enjeux qui ne relèvent pas du débat de est-ce qu'un crime a été... C'est pas un débat d'historien. Et Pardo n'essaye pas d'avoir un propos d'historien. Il mobilise une référence dans un but politique. C'est la seule manière que je trouve pour rendre intelligible cette discussion et notamment, enfin, je ne parle pas de Claudie, Claudie c'est admirablement défendu, avec beaucoup de dignité, mais de rendre intelligible ce qu'essaye de faire Pardo. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans un espèce de débat historique. La grosse erreur qu'il fait, et qui est une erreur de fait, mais qui est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la mémoire juive et pour la mémoire de la Shoah, c'est d'essayer de loger la singularité de la Shoah dans ce truc de dire mais c'était le pire des crimes qui n'ait jamais existé. Elle se trouve pas là, la singularité de la Shoah. Pourquoi c'est risqué ? Parce qu'on pourrait être tenté en face de dire... Parce qu'il a dit 6 millions de morts. C'est ce qu'il a essayé comme justification de dire 6 millions de morts. Voilà. Sur à quoi lui a dit mais non, mais... Comme si la singularité venait du nombre de morts. Et en plus, il serait pas forcément gagnant, entre guillemets. Voilà. On fait des morts au poids, on se croirait à la boucherie. Quoi. Non, mais c'est absolument tout à fait horrible. terrifiant. Enfin, c'est terrifiant, effectivement. Et là où c'est dangereux, c'est qu'en face, du coup, on pourrait être tenté soit de minimiser la Shoah, soit de la nier, soit de dire qu'il n'y a zéro et qu'il n'y a aucune singularité à la Shoah. Or, en fait, il y a un débat sur la singularité et les points de convergence entre les différents crimes, en l'occurrence qui ont été menés dans le cadre du développement de la civilisation européenne moderne, de cette civilisation occidentale moderne. Enfin voilà. Oui, juste pour répondre sur ça, sur la spécificité de chaque crime, je pense que c'est intéressant aussi d'aller là-dedans et d'expliquer que il y a aussi des spécificités liées à la temporalité. C'est-à-dire que le massacre juif, c'est aussi un des premiers massacres industriel entre guillemets, même si on pourrait en discuter, et aussi lié à chaque racisme. Donc moi je voulais vous dire, est-ce que pour vous on peut faire des parallèles entre la Shoah et l'esclavage, et notamment on voit que l'idée de Aimé Césaire qui explique qu'en gros la Shoah c'est juste les méthodes qui étaient appliquées dans le sud, dans les colonies, et en fait appliquées dans les frontières de l'Europe avec des populations européennes. Est-ce que pour vous c'est intéressant d'essayer de voir les parallèles qu'on pourrait faire, est-ce qu'il en existe, ou est-ce qu'il faut vraiment garder la spécificité de chaque histoire ? Je pense qu'on peut faire les deux à la fois, tout simplement. Je pense même que ça n'a de sens que si on fait les deux à la fois. Et la meilleure manière de faire les deux à la fois, c'est de les considérer dans une trame historique, non pas, d'une manière structuraliste, regarder comment chaque crime fonctionne, etc., de faire juste une analyse comparée, mais, à mon avis, de les considérer dans une dynamique historique, en rapport avec un mode de production, en rapport avec des stéréotypes et des fantasmes et des idéologies raciales, en rapport avec les types de nations, les types d'impérialisme souvent qui les ont mis en œuvre, etc. C'est le travail notamment des études des génocides, des études sur les crimes contre l'humanité, des historiens, des politistes, même nous autres philosophes, parfois on essaie de mettre notre grain de sel là-dedans. Ce sont des travaux qui sont absolument, absolument nécessaires, et à mon avis, ce qui compte, c'est vraiment de garder pour ça un sens de l'histoire. Tout le monde n'a pas forcément, aborde pas ces travaux avec ce sens de l'histoire, mais selon moi, c'est... après, on n'est pas obligé de faire purement et simplement du matérialisme dialectique, évidemment, mais en tout cas, cette dimension historique est tout à fait importante et fondamentale. Et c'est là, c'est ce qu'on voit un petit peu en germe chez Césaire, si j'ose dire. C'est avec probablement moins de bonheur ce qu'avait tenté de faire Arendt, mais au moins elle avait eu, le judicieux effort de mettre, malgré toutes ses limites évidemment, elle a fait le judicieux effort de mettre l'impérialisme au cœur, de l'histoire du développement de la violence européenne et de ce qu'elle appelle le totalitarisme. Donc, je pense que ce sont des éléments d'histoire qui ont leur importance, et que on peut corriger, réviser, avec lesquels on peut réfléchir pour ou contre, mais en tout cas c'est tout à fait possible de faire les deux, de penser à la fois la singularité, les points communs, et j'ajoute ce troisième élément, leur historicité, c'est-à-dire leur lien, leur dynamique, la dialectique qui les lie souvent les uns aux autres à travers l'histoire moderne.
Je sais pas si tu veux. C'est possible et effectivement, comme tu le dis Norman, c'est absolument nécessaire. Enfin, c'est la seule manière de rendre un petit peu justice, pour le dire un peu rapidement, à l'histoire et à nos ancêtres. C'est de regarder en face ce passé, d'en analyser les points de convergence, les singularités, les spécificités de chacun et surtout d'avoir une lecture qui nous permette de comprendre les mécanismes qui ont été à l'œuvre, les mécanismes qui peuvent être toujours à l'œuvre aujourd'hui. Comprendre le passé, c'est toujours aussi une manière de s'armer pour comprendre le présent. Et effectivement, c'est toute démarche qui serait contraire à cette démarche-là, moi, m'apparaît comme étant un petit peu absurde, si ce n'est criminel, quand il s'agit en fait de légitimer des politiques. C'est une manière de s'accaparer des mémoires et d'en faire des outils politiques pour le présent. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment répugnant. Et donc, on parlait de déportation. Je veux dire. Tu disais tout à l'heure, Norman, que pour amener les populations africaines dans les Amériques, il a fallu faire place nette, il a fallu déporter des Indiens. Si on prend la déportation des Cherokees, par exemple, en 1830, l'Indian Removal Act, qui ordonne et à marche forcée des tribus. Alors, beaucoup les Cherokees, mais pas que. C'est la vallée des larmes. C'est la piste des larmes. Oui, c'est des milliers de morts. Donc, c'est un acte de déportation. Il a fallu déporter. Claudie, tout à l'heure, parlait de l'expérience des Herero et des Namas en Namibie, avec des camps de concentration et un gène de déportation dans des camps de concentration avec un projet génocidaire. Donc, je veux dire, si on ne voit pas les prémices de ce qu'ont été l'expérience d'Auschwitz, je veux dire, on n'a rien compris en fait à ce qu'est l'histoire. Donc effectivement, tout ça est non seulement possible, mais nécessaire, et c'est la seule manière de regarder le passé et d'en faire un outil pour l'émancipation dans le présent. J'aurais une question, alors ça sera peut-être plus pour Norman. Oui. Comment ne pas rajouter l'expérience palestinienne. Oui. Je veux dire, la Nakba en 48, le transfert forcé de près de 800 000 Palestiniens. La deuxième Nakba de 1967 par rapport au territoire occupé en Cisjordanie. Et effectivement, aujourd'hui, 2024, les mouvements les multiples déplacements forcés de la population de Gaza, encore aujourd'hui, et puis avec cette espèce d'ombre terrifiante de déportation des 2 millions Gazaouis dans le cadre du projet de Donald Trump. Donc, je veux dire, s'il y a bien une période où on ne peut pas ne pas regarder le passé comme ça, c'est bien aujourd'hui. Je voulais juste poser la question à Norman, mais peut-être que tu auras aussi quelque chose à dire dessus. Mais en fait, pour montrer un peu l'absurdité qu'il y a parfois dans cette concurrence victimaire entre les deux histoires, il y a un argument qui revient souvent pour essayer d'expliquer pourquoi la Shoah ce serait pire que l'esclavage. L'argument qui revient souvent, qui avait été utilisé, je crois, par Christine Angot à une époque, c'est de dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, vous savez que c'est totalement différent, parce que la Shoah, on exterminait les Juifs, alors que pour l'esclavage, on faisait tout pour les garder en vie, les Noirs, parce qu'ils avaient besoin de ça pour les faire travailler. Qu'est-ce que tu penses de cet argument qui est hallucinant, quoi. Oui, il est hallucinant. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre extrait qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur la libération de Gaza, sur ces Gazaouis qui étaient soi-disant gras comme des porcs, vous vous souvenez. Oui. Donc j'imagine que les esclaves aussi à l'époque devaient être un commentateur. Je me demande si c'était pas sur I24 également, et qu'on voyait des Gazaouis gras comme des porcs. Et donc j'imagine que les esclaves aussi à l'époque étaient gras comme des porcs. Non, il y a énormément d'aspects de l'esclavage qui sont pas transmis. Déjà, le fort taux de mortalité des esclaves pendant la traversée. Également le fait qu'ils, dans certains lieux d'esclavage, comme par exemple en Haïti, n'étaient pas nourris, c'est-à-dire qu'après leur shift, leur corvée d'esclaves, ils devaient cultiver eux-mêmes le terrain misérable dont ils disposaient pour obtenir leur propre nourriture, qu'ils avaient une durée de vie absolument réduite, qu'ils étaient en fait soumis à des conditions d'exploitation, des conditions de surexploitation tout à fait sidérantes, et où ils étaient considérés comme des êtres à la durée de vie absolument limitée, comme des outils jetables. Les maîtres ne se faisaient pas d'illusions sur la durée de vie des esclaves. Ils n'avaient certainement pas d'intérêt à les garder en vie et en bonne santé, pour la simple et bonne raison que leur usure, et j'utilise ce terme sidérant à dessein, puisqu'ils étaient considérés comme des êtres meubles, comme le dit le Code noir, leur usure était conçue et programmée, prévue par les maîtres. Il n'était simplement pas possible
au-delà, disons, aller d'à peu près 30 ans autour de maintenir la même productivité. Et donc, il était préférable de les remplacer par d'autres esclaves plus vaillants et plus jeunes. C'était de véritables calculs de productivité qui étaient opérés par les maîtres. Un esclave qui ne ramasse pas assez de coton, qui ne coupe pas assez de canne à sucre, qui ne ramasse pas assez de café, c'est un esclave qui coûte plus cher à l'entretien. J'utilise encore une fois ces termes à dessein, qui coûtent plus cher à l'entretien qu'il rapporte. Et donc, la logique capitaliste, ici, est très simple. On se débarrasse de l'ancien outil et on le remplace par un nouvel outil plus performant. Ça, c'est la caractéristique même du mode de production esclavagiste dans l'anthropologie marxiste, c'est-à-dire remplacer une force de travail adulte par une autre force de travail adulte. On sait qu'il y a des exceptions, on en parlait l'autre jour, c'est-à-dire que l'esclavagisme négrier connaissait quelque chose d'aussi aberrant, c'est-à-dire des bébés esclaves. Eh bien, je pense que même si il y a quelque chose comme des bébés esclaves, cela, n'atténue pas le caractère assez aberrant de l'institution esclavagiste moderne, mais au contraire, ça nous fait voir toute son abjection et à quel point elle est absolument contraire au principe des droits de l'homme, dont pourtant elle a été pendant quelques décennies contemporaine. Et donc, je pense que je ne me battrai certainement pas pour l'usage ou le non-usage du terme de génocide, mais en tout cas, il est certain qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, et au-delà simplement de ces catégories de crimes, c'est un événement qui devrait, au même titre que la destruction des Juifs d'Europe, qui devrait nous interroger sur notre anthropologie, qui devrait nous interroger sur notre définition même de ce qu'est un être humain. Tous ces grands crimes, vraiment, nous interrogent spéculativement, si j'ose dire, sur ce que nous sommes en tant qu'être humain et ce que c'est qu'habiter la modernité. Et ça, je pense que c'est quelque chose un travail qu'on peut avoir tous ensemble, quels que soient, les crimes ou les non-crimes dont nous sommes issus. Je pense que c'est une réflexion philosophique qui est apportée de tout un chacun, de tout un chacune. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ça ou pas Et j'aurais une dernière question pour conclure cette discussion, parce que quand on parle de choix et esclavage, on parle aussi plus largement d'antisémitisme et de négrophobie. Et je voulais revenir, alors malheureusement il est pas là pour en parler, mais sur ce que disait Claude Issiard, et j'imagine que vous étiez un peu en désaccord sur la question du racisme et de pas trop aimer quand on utilise d'autres termes, de parler de racisme en général, c'est juste haine. Est-ce que pour vous, il n'y aurait pas quand même un intérêt à garder des termes spécifiques pour parler de racisme spécifique, surtout quand on voit, je trouve que ici l'antisémitisme et la négrophobie, autant c'est des racismes, mais autant il y a vraiment des logiques très 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 différentes, ne serait-ce que par exemple avec l'idée que dans l'antisémitisme, il y avait l'idée que c'est difficile de distinguer un juif, il se mêle parmi les autres, on ne peut pas les cerner, d'où l'étoile jaune, alors que dans la négrophobie, un noir ne peut pas échapper à sa couleur. Est-ce que pour vous, il y a quand même un intérêt à garder ces spécificités-là et ces termes-là? Je commence. Pour moi, ça a un intérêt, évidemment. J'ai vu, la conclusion qu'en a tiré Claudie, que je trouve intéressante, qui est très simple, qui, ma foi, est frappée du coin du bon sens. C'est-à-dire, on ne combat pas le racisme avec le racisme, et, ma foi, c'est plutôt, une règle éthique respectable. En revanche, oui, je ne partageais pas les prémices qui ont mené à cette conclusion. Tout simplement parce que je pense qu'à partir du moment où on a admis, ce qu'il admet bien volontiers puisque c'était le cœur de son argument, qu'il ne s'agit pas de hiérarchiser les souffrances et les formes de racisme, eh bien, d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire d'un point de vue intellectuel, du point de vue de la raison et de l'étude, il me semble judicieux de les distinguer. Étant entendu que, dans un même esprit, l'antisémitisme et la négrophobie peuvent tout à fait coexister, de même que l'islamophobie, et il y a des esprits où encore d'autres formes de racisme qui m'échappent peuvent tout à fait s'agglomérer à ça. Des bons exemples de sinistre mémoire sont par exemple les tueurs de masse qui ont frappé les États-Unis récemment. Il y en a plusieurs dont j'ai lu certains manifestes qui étaient gorgés de mèmes. Vous savez, les petites images qu'on se partage sur Internet, gorgées de mèmes, certains, par exemple, négrophobes, mais souvent bien davantage des mèmes antisémites. Et
une théorie comme celle du grand remplacement, qui a une jambe négrophobe et islamophobe et une jambe antisémite, s'y déployait. La théorie est très simple. Les Juifs contrôlent le monde et ils utilisent les immigrés et les Noirs pour nous grand remplacer. Soros, l'image de ça, c'est Soros. Exactement. L'image de ça, Soros, c'est le big boss, et les rappeurs, et puis les mecs de la street, c'est les outils qui sont utilisés par les Juifs pour grand remplacer les Blancs, pour affaiblir finalement la race blanche. Il est très difficile d'avoir une théorie du grand remplacement qui ne soit pas antisémite. Il y a au moins, si j'ose dire, la fonction, le Juif fonction, c'est-à-dire la fonction d'un architecte du grand remplacement, d'un architecte du génocide blanc. Et ça, il le traduisait, je termine avec ça, ce tireur de masse, dont malheureusement le nom m'échappe, mais peu importe finalement le nom de ce connard, il les traduisait en deux concepts, le concept de soft target et le concept de hard target. C'est-à-dire que les cibles douces et les cibles dures. D'une part, il y avait les Juifs qui étaient les hard targets, les cibles difficiles à atteindre parce qu'ils sont très puissants, ils sont cachés là-bas à New York au sommet de gratte-ciel, etc. Donc c'est difficile de tuer des Juifs. En revanche, les soft targets, non seulement ce sont des populations qui sont pauvres, etc., mais en plus ce sont les principales menace immédiate pour le peuple blanc, et donc il faut absolument les tuer le plus vite possible. Et donc c'est pour ça que son antisémitisme, qui était finalement au principe de tous ces autres racismes, se manifestait, se matérialisait dans un crime négrophobe. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est de ça, qu'il faut se rendre compte. C'est que parfois, la première victime d'un délire antisémite, ça peut être des Noirs dans un quartier ou des Arabes dans une mosquée. Et ça, je m'en suis rendu compte avec sidération en lisant les textes mêmes des assassins de masse qui terrorisent les États-Unis à intervalles extrêmement réguliers. Simon, pour abonder dans ton sens, je rajouterais que il est difficile de ne pas voir dans les autres formes de racisme, ou en tout cas de ne pas voir de lien entre les différentes formes de racisme et l'antisémitisme par rapport à la détestation de l'étranger. Parce que dans nos sociétés occidentales, modernes, les Juifs, ils ont vraiment été perçus historiquement comme l'élément perturbateur à l'intérieur de la société, cette espèce d'agent corrupteur de la nation, ce qui va rendre cette population qui va rendre impossible toute géométrie un peu uniformisante de la nation, qui va rendre impossible tout projet de nation ethniquement ou racialement homogène. C'est vraiment logé au cœur du développement de nos sociétés modernes-là. Et comme les autres formes de racisme, l'antisémitisme va évoluer. C'est-à-dire que la négrophobie, comme l'antisémitisme, n'ont pas été égales à elles-mêmes dans leur nature au fil des siècles, mais vont prendre parfois des formes d'expression différentes ou vont s'articuler à des manières de concevoir ce qu'est le noir, ce qu'est le juif, ce qu'est la société dans lesquelles ils vivent, de manière tout à fait différente. Aujourd'hui, on voit bien que dans ces expressions, le racisme alors ça n'efface pas le côté racisme biologique, parce qu'il est toujours présent dans les mentalités et dans les pratiques, mais officiellement banni, le racisme est devenu différentialiste. C'est-à-dire que le noir est moins perçu de manière officielle comme un être biologiquement inférieur au blanc. Même si ça revient un peu en force aux États-Unis, c'est notamment. toujours présent. Le QI, oui, par exemple. C'est toujours présent, QI, évidemment. Oui. Mais il va être vu comme un élément qui ne peut pas se dissoudre, qui est fondamentalement inassimilable. Merci. Et à ce titre-là, l'antisémitisme est un paradigme, parce que le juif est cet élément inassimilable par nature, avec effectivement tout ce truc-là de le juif, on ne peut pas vraiment le reconnaître, donc il va y avoir toute une littérature sur la manière de reconnaître les juifs, soit le nez, etc. Et au-delà des éléments physiques, le plus connu c'est le nez et les doigts crochus, mais il y avait énormément de préjugés qui étaient dans la laideur. C'est-à-dire que la laideur, le fait d'être difforme même, d'être chétif, d'être faible, c'était des traits
réellement appliqué aux populations juives par opposition aux populations occidentales aryennes qui sont héroïques, qui ont le port altier, enfin, voilà. Et puis après il y a tous les traits qui ne sont pas physiques mais qui sont des traits de caractère entre guillemets. On va opposer l'esprit calculateur du juif, cette rationalité très froide qui fait du juif en fait un peu cette abstraction de toute la modernité en fait, le juif apatride, le juif qui symbolise la perte de repères traditionnels, des valeurs de l'ancienne société, etc. Et le bouleversement que vivent les sociétés européennes par rapport à la pénétration capitaliste, au développement de la société moderne. Le juif va être un peu l'abstraction de tout ça et va du coup nourrir différentes formes de ressentiment. Alors effectivement, c'est pas pareil en Allemagne qu'en France. Enfin, on est peut-être en fin d'émission, donc c'est pas d'ouvrir des gros trucs, quoi. Mais en tout cas, voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, là où je voulais aboutir à la fin, c'est que moi, ça me semble important aussi de conserver ces différents termes parce que c'est ce qui nous permet de comprendre dans quelle société on vit. Si on était dans des sociétés qui avaient changer, qui ne dépendaient plus de mécanismes qui sont les mêmes qui sont celles de l'hégémonie occidentale, de la suprématie, etc. On est toujours dans ce monde colonial, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire tout simplement. Si on n'était plus dans ce monde colonial, pourquoi pas? On pourrait se dire, voilà, parlons du racisme, etc. Or, on n'est pas sorti de cette grande période de la modernité, de cette grande période coloniale. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc, moi, ça me paraît important de conserver ces termes-là pour mieux combattre le racisme, toutes les formes de racisme. Eh ben, écoutez, merci. On va terminer la discussion, mais